c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Une heure de décryptage et de débat, sans tabou et sans langue de bois, en toute liberté. En somme, on est ensemble jusqu'à 10h. Allez, ça n'arrive qu'en France. La SNCF lance un TGV Lyon-Bordeaux en 2027. 5 heures de trajet, ça fait 3 épisodes Netflix à peu près. La moitié des billets à moins de 30 €. Youpi! Bonne nouvelle, oui. Sauf pour ceux qui vivent au milieu du pays, parce que le tracé fait un énorme crochet, si on peut appeler ça un crochet, pour éviter le Massif central. Il remonte carrément à Paris, comme on dit, pour redescendre. Un Lyon-Bordeaux qui devient un Lyon-Bordeaux, surtout pas Clermont. Résultat, toujours, pour faire Clermont-Saint-Etienne, 2 villes qui sont à quand même 140 km, faute de ligne, on prend la voiture. Et donc, on n'en a pas fini avec les voitures. La diagonale du vide, c'est pas seulement postale, démographique, médicale. Elle est aussi ferroviaire. Des collectifs réclament simplement des intercités pour irriguer ces villes, ces départements entiers laissés de côté. Clermont, Aurillac, Brioude, Vichy, la Lozère, le Cantal, l'Ardèche, vous l'avez entendu dans la matinale de Jean-Baptiste. L'ancienne transversale qui traversait a été abandonnée. La SNCF vise 200 millions de voyageurs. On comprend la logique économique, évidemment. Optimisation des flux entre les grandes métropoles. Mais où est la volonté politique de désenclaver le centre de la France ? On promet l'égalité territoriale et puis on trace des lignes qui disent strictement l'inverse. Ça n'arrive qu'en France. Oh la belle rose. Non, c'est magnifique de vous voir apparaître sur ce plateau, Elisabeth. Oh, écoute, tel qu'on vous mène. Comment ne pas venir avec grâce et joie ici? Comment ça va, Queen Elisabeth? Vous nous avez manqué vendredi dernier. Ah ouais. Vous aviez mal au dos. Ça va mieux? J'en avais plein le dos. Donc vous en aviez plein le dos, effectivement. À côté de vous, on essaye un peu de rouge sur le rose. C'est pas mal, j'aime bien. Ça, hein. C'est très Saint-Laurent, ça. Ouais, exactement. Référence. Christophe Barbier, vous êtes Christophe Barbier, et puis Guillaume Audat, vous êtes grand reporter, chroniqueur international pour LCI. On parlait d'une rupture de territoire, là, sur ce programme de la SNCF. Et en fait, il y en a une autre rupture de territoire majeure. Le Massif central n'a plus de train, mais il y a certains quartiers qui n'ont plus d'État. On dirait que la République a pris l'habitude de disparaître là où c'est compliqué. Par exemple, il y a Orange qui vire au rouge. Le géant de la téléphonie française a annoncé la fermeture temporaire de sa boutique à Marseille, située dans le quartier Saint-Mauron. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a des affrontements en bande rivale sur fond de narcotrafic. C'est absolument dingue. Voyez ce sujet de Suzy Muselet. Le personnel d'Orange terrorisé d'après les syndicats après une montée des tensions dans le quartier. Depuis 3 jours, nous assistons à des incidents d'une extrême gravité. Le premier jour, le rassemblement de bandes. Le deuxième jour, des affrontements. Le troisième jour, c'est-à-dire hier, des coups de feu. Le site marseillais du groupe de télécom se situe dans le quartier sensible de Saint-Mauron, marqué par l'insécurité et le narcotrafic. En fait, il dénonce une montée des tensions liées à des affrontements ces derniers jours entre 2 bandes rivales, expliquent-ils, qui se battent pour le contrôle de points de deal dans le secteur. La préfète des Bouches-du-Rhône reconnaît que le quartier est compliqué, mais réfute l'hypothèse de bandes rivales. Ce n'est absolument pas ça. On me dit qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés, mais en même temps, on n'a rien trouvé. La CGT demande à la direction d'Orange de sécuriser durablement le site. Les 1000 salariés pourront télétravailler ou se rendre sur d'autres sites du groupe. Alors ce matin, Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, était sur RTL. On l'écoute. Orange prend les décisions utiles à protéger ses salariés et je pense que c'est la bonne décision. Je m'occupe aussi de la prévention des risques professionnels, donc je pense qu'Orange prend les bonnes décisions. Et deuxièmement, on voit bien que je ferai lien avec l'actualité, il faut donner à ce pays des moyens supplémentaires pour lutter contre le narcotrafic. C'est dans le projet budget. Donc il faut voter ce budget et dans ce budget, il y a des moyens supplémentaires. L'intention du gouvernement, c'est de se battre, on l'a dit, on veut mettre la lutte contre le narcotrafic au même niveau que la lutte contre le terrorisme. Vous savez que le terrorisme, ça a été déclenché en 2015, après les attentats que l'on connaît, avec un certain succès, on arrive à déjouer pas mal d'attentats. Christophe et Elisabeth, c'est quand même incroyable. C'est dingue que la République recule et que les entreprises reculent. Est-ce que l'insécurité devient un facteur économique majeur capable de faire fuir des entreprises comme carrément des zones de guerre, quoi ? Je vous raconte une petite histoire à Marseille toujours. Un service public. Prenons la Poste. Il y a quelques mois, a dû arrêter une tournée dans un quartier
parce que les dealers menaçaient les postiers. Donc ils ont arrêté la tournée. Eh bien, des mois plus tard, mais vous en avez sans doute entendu parler, les narcotrafiquants sont venus voir la Poste et ont dit « Mais nous, on a besoin de vos tournées. » Parce que dans les colis, vous voyez, il y a des produits. On va sécuriser votre tournée. Et ceci fut fait. Ouais, Non, vous voyez, je vous crois pas, Elisabeth. Et donc, vous voyez, ils ont dit, OK, maintenant on arrête, on les laisse tranquilles. Voilà, on ne touche plus. Alors c'est pas, les postiers sont pas encadrés par des malabars, narcotrafiquants. Ils ont dit, on les laisse faire. Parce qu'ils ont besoin des colis. Non, mais c'est vous dire à quel point l'imbrication, le chantage, la pression maintenant, on va arrêter de fermer les yeux, de dire que c'est pas grave. Il y a un gamin, il y a quelques jours, quelques semaines, qui a été assassiné par les narcotrafiquants pour intimider un lanceur d'alerte. Là, c'est Orange qui est obligé de fermer pour protéger ses salariés. C'est sidérant, c'est là où on en est. Et effectivement, le narcotrafic, maintenant, il faut des moyens considérables, mais il faut les mettre. Voilà, il ne faut pas le dire, il faut le faire. Vous savez, le spécialiste de la mafia en Sicile, qui est lui-même protégé, comment s'appelle-t-il, Roberto Saviano. Il a dit, la France a 40 années de retard sur... Non, mais ça fait longtemps qu'ils y sont en Italie avec les opérations. Oui, sur l'Italie, oui, mais par rapport aux Pays-Bas, par rapport à la Belgique, qui affrontent eux aussi les mêmes difficultés, on n'est pas en retard. Oh, on est à la bourre, Elisabeth. C'est un sujet qu'on n'a pas voulu regarder dans les yeux. Les autres non plus, à part l'Italie, mais l'Italie, évidemment, elle était aux premières loges. Oui, c'est sûr. Au nord de Paris, vous le savez, ça aussi, la crainte, il y a BNP Paribas qui a quitté la zone qui s'appelle Rosa Parks à Aubervilliers Premium. La BOC invoque une nouvelle stratégie immobilière, mais ne nie pas les problèmes d'insécurité dans le quartier. C'est vraiment un mauvais signal, sachant que le taux de vacances des bureaux en Seine-Saint-Denis atteint pratiquement les 30%. C'est incroyable, ces territoires perdus de la République. Je me souviens que quand Georges Bensoussan, Christophe, avait écrit son livre, il y a une vingtaine d'années, il a été traité d'un possible facho, de type imbuvable, infréquentable. Il avait raison. Il avait raison sur le diagnostic, mais on s'est trompé d'expression, puisqu'à l'époque, on a commencé à parler de zones de non-droit. C'est pas des zones de non-droit, c'est des zones de droit alternatif. C'est-à-dire qu'une autre loi est mise en pratique, est mise en vigueur sur un territoire. Et c'est la loi des narcotrafiquants, c'est la loi des gangs. On peut être protégé si on est gentil, on peut être protégé si on paye, on peut être protégé si on assiste et si on participe au trafic. On rentre dans un nouveau système où il y a des financements, des chefs, une autorité, une justice clandestine, et c'est ça contre quoi il faut lutter. Alors oui, il faut mettre les moyens, mais où les mettre ? Parce qu'en les mettant sur le quartier, on va éteindre un incendie qui va se rallumer ici. Il faut évidemment viser beaucoup plus haut dans le processus. C'est-à-dire là où la drogue est produite avant qu'elle arrive chez nous, et surtout à l'endroit où est stocké l'argent. Alors on voit bien qu'on a parfois des saisies de millions d'euros en billets de banque, en petites coupures, c'est le produit du trafic de terrain. Mais quand est-ce qu'on arrivera à aller geler des avoirs du narcotrafic, comme on l'a fait avec les avoirs russes? Alors, il y a un autre phénomène qui s'étend. On croyait que c'était réservé à la mafia sicilienne, on en parlait tout à l'heure. Depuis le début de l'année, dans les Bouches-du-Rhône, les tentatives de racket des commerçants sont de plus en plus nombreuses. La procureure de la République d'Aix-en-Provence l'a d'ailleurs confirmé. Parmi les cibles, les restaurants, des supérettes, des boîtes de nuit, les soupçons se portent sur la DZ Mafia, la désormais fameuse DZ Mafia. Vous voyez ce sujet de Mathieu Perrault, Martin Falaiso, dis donc j'ai du mal avec les prénoms, et Marwan Git. Regardez. C'est un décompte qui fait froid dans le dos. Premier impact, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Sur la baie vitrée de cette pizzeria de Salon-de-Provence, les traces de la dernière fusillade en date. Le frère de cette gérante et un employé étaient présents le soir des tirs. Ils sont toujours sous le choc. L'angoisse, le stress, on peut pas travailler tranquillement dans ces conditions. Ils auraient pu laisser leur vie ce soir-là. Heureusement, personne n'a été blessé cette fois. Le but était surtout d'intimider les propriétaires, après leur refus de payer 20 000 euros, 2 jours plus tôt, à des jeunes qui se revendiquaient de la DZ Mafia. Ils se sont arrêtés un soir, un vendredi soir, en donnant le téléphone à mon frère et lui dire tiens, ça veut te parler. Et ces deux-là, ils se sont dit oui, si on fait passer par la DZ, on veut 20 000 euros. Le racket et les scènes d'intimidation violente se répètent, avec parfois une mise en scène sur les réseaux sociaux,
comme ici à Marseille, il y a pile d'un an. Après les menaces, certains commerces sont incendiés, et plus seulement dans la cité phocéenne. On est où là, Christophe? Quand on parle de mexicanisation, ça ressemble à ça, bien entendu. Et en même temps, comparaison n'est pas raison, parce qu'on n'est pas le même État, on n'a pas le même passé, on a des sites de production qui sont beaucoup plus loin de nous. La drogue n'est pas produite chez nous. Elle vient soit d'Amérique du Sud, soit d'une partie de l'Afrique. Et donc, on doit pouvoir agir au lointain. Elle n'est pas produite chez nous. Elle est raffinée. Elle est produite pour ce qui concerne les drogues chimiques, notamment aux Pays-Bas et maintenant dans certains coins de France. Mais pour prolonger ce que disait Christophe Barbier, oui, il faut essayer de s'attaquer en fait au narcotrafic, à ses sources de financement, comme on le fait par exemple avec les avoirs russes qui sont gelés. Mais ce qu'on découvre à travers en fait ces exemples qui sont incroyables, hein, Orange, effectivement, la BNP à Aubervilliers qui quitte les lieux ou encore ces petits commerces, c'est qu'en réalité le narcotrafic, il s'attaque à ce qui fait le sel d'une société. Le narcotrafic, c'est la déstructuration d'un tissu économique, c'est la déstructuration d'un tissu sociétal. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et la lutte contre le narcotrafic, c'est pas uniquement l'affaire des policiers ou alors l'affaire des pouvoirs publics, c'est aussi l'affaire des consommateurs. Je disais un éditorial de Fogg, Franz-Olivier Gisbert, ce jeudi dans Le Point, qui dit « Il est temps de responsabiliser les consommateurs qui sont au cœur du réacteur ». Si on veut lutter à un moment donné contre ce narcotrafic, il faut simplement commencer par arrêter d'acheter de la cocaïne, arrêter d'acheter en fait du shit, parce qu'en fait, c'est pas seulement des morts au coin de la rue, en réalité, des affaires dramatiques dont on parle tous les jours. Maintenant, ce sont des gens qui partent, qui quittent ces quartiers, qui sont en déshérence absolue, des petits commerces, on l'a vu à l'instant, qui sont obligés de fermer, de grandes entreprises qui disent non, nous c'est fini, nos employés, on peut pas les sécuriser de cette manière-là, on n'est pas en Colombie, on n'est pas je ne sais où en Amérique latine, on est en France, on doit pouvoir continuer à travailler. C'est ça cette histoire. Donc en réalité, cette lutte qu'on engage maintenant à tous les étages de la société, elle doit concerner au premier chef, au-delà de la prévention, les consommateurs. Consommer, c'est pas uniquement, encore une fois, un mort au coin de la rue, c'est aussi une entreprise qui est obligée de baisser le rideau. Ça fait son chemin, mais vous disiez, Anaïs, qu'ils ne sont pas seulement les bourgeois des villes, mais s'il l'a dit, moi je trouve qu'il a eu raison. Parce que c'est une addiction, c'est une maladie, la toxicomanie. Mais l'usage récréatif, celui qu'on peut juguler, qu'on peut discipliner davantage, c'est pas celui du pêcheur breton qui tient avec de la coke pour tenir 20 heures en mer non-stop. Ouais. Non, l'usage récréatif, il est considérable. Ouais. Et celui-là, chacun peut s'interroger en conscience. Et encore une fois, soit on va faire une cure, soit on s'interroge en conscience. On se dit, il faudrait peut-être que je limite ma consommation. Je veux dire, on connaît tous autour de nous les gens qui en prennent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, on voit bien comment ça se passe quand même. C'est peut-être ce message qui donc quand il dit les bourgeois, moi pour une fois, je dis il a pas eu tort, parce que il faut aussi un petit peu secouer la tête. Et par ailleurs, vous disiez tissu économique, tissu démocratique. C'est ça aussi que le narcotrafic déchire, parce que la corruption, on en parle aussi, c'est nouveau, ça gangrène les ports, les administrations, on a vu la justice, les prisons. Ça, mais vous voyez où on en est là. Voilà. Donc, quand j'étais, je vais pas vous raconter ma vie, mais quand même un peu. Quand j'étais petite, j'ai fait un sujet sur l'urbanisation, et j'ai dû faire un sujet. J'avais 25 ans sur la Courneuve. Donc on y est allé. C'était très compliqué d'aller tourner là-bas. C'est une très grande cité autour de Paris, la cité des 4000. Énorme bar. On arrive avec le cadreur, on avait mis la caméra dans un sac de sport, on tourne les gens on devait tourner, ça se passait bien. Et à un moment, je lui dis, il y avait sous la Courneuve, sous la cité des 4000, il y a un centre commercial en complète déshérence. Et donc je dis, j'ai perdu mon oreillette. Je dis, va faire des plans là-bas. Il n'y a plus un seul commerce debout, quoi. Et donc on rentre pour faire des plans là-dedans, tous les rideaux de fer fermés, et on se prend une meute de Rottweiler et de chiens d'attaque. On a couru comme des mamoules.
Et les gens de la Courneuve nous ont expliqué, mais il faut jamais aller là-bas. C'est là le point de deal. Et c'est là. Il y a combien de temps donc 25 ans. Donc, on peut imaginer en un quart de siècle la vitesse à laquelle les choses vont. Guillaume, vous voulez pas aller me chercher mon oreille? Mais j'étais en train d'essayer de faire deux choses à la fois. Alors, j'ai pas le don d'ubiquité. Je peux pas être en train de ramasser votre oreillette et dire d'un mot qu'en réalité, cette expression que vous employez, Elisabeth Martichoux, non, mais c'est genre usage récréatif. En fait, c'est en ça que le récit doit changer parce que c'est presque une pudeur de gazelle que de dire usage récréatif. C'est un usage en réalité mortifère. Le but, c'est pas de juger ceux qui fument, ceux qui à un moment donné sont addicts ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Il faut engager des mécanismes de prévention, mais il faut également engager un changement de récit. C'est pas de l'usage récréatif, c'est de l'usage mortifère à tous les étages de la fusée économique, sociétale, démographique, parce que les gens quittent ces territoires démocratiques. Ils ont déjà quitté depuis belle lurette, mais enfin, c'est pas fait pour arranger les choses, c'est sûr. De société, voilà. Vous avez récupéré votre oreillette? J'ai tout récupéré, je suis en lien avec mon Pierre bien-aimé, donc tout va bien. On va passer maintenant à Poutine, qui fixe ses règles. Ça, on a un peu l'habitude aussi. À la une, 2. Alors l'autre fait du jour au menu ce matin, évidemment, ce sont les commentaires de Vladimir Poutine à propos de ce fameux plan Trump dont on vous parle depuis le début de la semaine. Est-ce qu'on se dirige, oui ou non, vers une fin de la guerre en Ukraine? La réponse est sans doute dans la question. Peut-être, mais aux conditions du Kremlin. En tout cas, à en croire le président russe. On l'écoute. Nous continuons à recevoir des propositions de cessez-le-feu ici et là. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire. C'est tout. Et alors lui, il appelle ça les territoires occupés, les territoires qu'il vient lui-même d'occuper. Il est inflexible, Guillaume Vladimir Poutine, et c'est lui à nouveau qui fixe les règles. Voilà. Et je dis à nouveau, il les a jamais vraiment plus fixés. Oui, mais il y a quand même de légers allers-retours. Mais en tout cas, pour une raison à minima très simple, et il l'a dit dans ce discours qu'il a donné au Kyrgyzstan où il est en déplacement, le président russe, c'est qu'il refuse, ne serait-ce que de considérer le moindre document qui serait signé par qui? Par Volodymyr Zelensky, dont il considère qu'il est illégitime. Pourquoi? Parce que l'élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu en 2024, elle n'a pas eu lieu. À cause de la guerre, on peut comprendre que voter dans des territoires qui sont occupés par la Russie, c'est quand même un peu difficile pour les Ukrainiens qui y demeurent encore, parce qu'il y en a quelques-uns. Et précisément, ces territoires, Vladimir Poutine, il aimerait bien pouvoir les récupérer par la force, mais son armée n'y parvient pas. Et donc, étape numéro 2, il voudrait que la diplomatie de Trump les lui offre sur un plateau ces territoires. Et bien ça tombe bien puisque Steve Witkoff, l'émissaire de Monsieur Trump, dont on sait à quel point il est proche des orientations du Kremlin, il est attendu la semaine prochaine à Moscou. Maigre concession tout de même de Vladimir Poutine. Il accepte d'écrire, si on le lui demande, que son pays n'envahira pas l'Europe. On l'écoute. Il y a des points dont il faut encore rediscuter. Tout doit être formulé en langage diplomatique. L'un des points serait de préciser que la Russie ne veut pas envahir ou attaquer l'Europe. Pour nous, c'est ridicule, car nous n'avons jamais eu l'intention de le faire. Mais s'ils le veulent, nous pouvons le faire. C'est incroyable ce rictus au bord de ses lèvres. Est-ce qu'on peut croire que Poutine, lorsqu'il dit qu'il n'a aucune raison d'attaquer l'Europe, dit vrai? Avec cet air goguenard, absolument pas. La marque de fabrique de Vladimir Poutine, ancien colonel du KGB, c'est le mensonge. On se souvient tous de 2021, il était en train de masser ses troupes aux frontières de l'Ukraine. Non, je n'irai pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron a cru jusqu'au bout que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine. Février 2022, la Russie a envoyé l'Ukraine. Forcément, ça trotte dans la tête d'absolument tous les Européens, lesquels se réarment, réintroduisent le service militaire sur le modèle ou pas d'Emmanuel Macron avec le service national volontaire. Et pendant ce temps-là, outre-Rhin, l'Allemagne aussi, elle se prépare. Mais ah oui, il y a un petit son. Juste une... Non, c'était éventuellement il y a une petite un dialogue qu'on pouvait engager. Vous disiez, il juge illégitime. Une chorégraphie. Il juge illégitime Zelensky parce que les élections n'ont pas pu se tenir. Mais de toute façon, quand il a envahi l'Ukraine, il voulait le renverser tout de suite. Donc, il a pris le prétexte
du report des élections pour dire qu'il n'était pas un président légitime. Il ne veut pas de Zelensky à Kiev depuis le début. Il a fomenté, rappelez-vous, tout était prévu pour que Zelensky soit dézingué, la présidence ukrainienne au premier jour en février 2022. Lequel Volodymyr Zelensky a en effet échappé à des tentatives d'assassinat. Et en plus, Quand vous parliez de l'Allemagne, Guillaume, elle fait plus que se préparer. Le Wall Street Journal a révélé que Berlin avait mis au point un plan militaire extrêmement détaillé en cas de choc majeur avec la Russie. Guillaume, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Alors, il y a à la fois une idée. Il va y avoir un choc majeur avec la Russie d'ici à 2029. L'Allemagne en a la quasi-certitude. Il y a une idée et une organisation, mais alors au millimètre de ce que doit être la réponse allemande. Ce plan, il est préparé dans le plus grand secret depuis février 2022, au plus haut niveau de l'état-major de la Bundeswehr, qui est l'armée allemande. On va découvrir sur l'un des cartons qu'a préparé Pierre Beheretsch, ce qu'en dit l'un de ses auteurs, le but est de prévenir la guerre en faisant clairement comprendre à nos ennemis que s'ils nous attaquent, ils n'y parviendront pas. Ça, c'est ce que dit un officier allemand. Alors très bien, mais comment l'armée allemande, elle a élaboré un document de 1200 pages. 1200 pages qui fourmille de détails opérationnels, un plan militaire hautement structuré qui décrit le scénario de guerre envisagé, les forces engagées, leur nombre, leur composition, leur mission, mais surtout, et point crucial, l'Allemagne est fin prête à transformer son territoire en une sorte de corridor stratégique qui permettrait de véhiculer des troupes et leur matériel jusqu'au flanc est de l'Europe. Tenez-vous bien, le chiffre avancé par l'armée allemande, c'est 800 000 hommes, à la fois des troupes de l'OTAN, des troupes allemandes, des troupes alliées, à véhiculer à travers les ponts, les routes, les chaussées, les ports, les aéroports. Tout a été étudié par le menu, la réglementation européenne, la taille des voies ferrées pour faire circuler. Vous étiez dans le régiment du train. Oui, tout à fait. Et la correspondance entre les écarts de rail était un vrai problème. Ouais, vous aviez fait le service militaire, la correspondance entre les écarts de rail. Vous le dites, c'est un problème pour faire circuler, par exemple, un char Leclerc jusqu'au flanc est. Et il faut passer par l'Allemagne. Et l'Allemagne se prépare par le menu. Donc, véritablement, on est dans une organisation, pardonnez-moi l'expression, à l'allemande, mais qui prévoit ce choc majeur. Le message, c'est très simple, qui est envoyé aux Russes. C'est un message de dissuasion. C'est aussi l'aspect psychologique. C'est ne cherchez pas à nous attaquer parce qu'on est fin prêt. Maintenant, un plan secret qu'on connaît comme ça dans le moindre de ces détails, il est plus trop secret. J'espère que sous le plan secret, il y a d'autres dispositifs. Si on a la liste des ponts sur lesquels il faut envoyer des drones... Mais il y a un baromètre sur la sécurité des Français, Odoxa pour le Figaro, qui est paru aujourd'hui. Les 3/4 de nos concitoyens, 73%, se déclarent insatisfaits de l'action en matière de lutte pour la sécurité, mais surtout, ils disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité et qu'ils s'inquiètent de la menace d'une troisième guerre mondiale. Mais c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est grave. Non, c'est pas grave qu'ils s'inquiètent. Il vaut mieux un peuple vigilant et inquiet qu'un peuple qui dort sur ses deux oreilles et qui se fait surprendre par le son du canon. Ça veut pas dire que s'inquiéter, ça veut dire paniquer et penser que demain matin les chars russes seront sur le Rhin. Mais l'inquiétude, c'est le début du sursaut et de la réorganisation. Après, on sait qu'il y aura des sacrifices économiques énormes à faire pour rendre tout cela opérationnel. Juste d'un mot, le sondage. 70% des Français s'inquiètent de la menace d'une troisième guerre mondiale. Très honnêtement, j'ai lu en fait ce très long article fouillé du Wall Street Journal sur la base de ce plan de 1200 pages élaboré par l'armée allemande. C'est une répétition grandeur nature de ce que pourrait être une troisième guerre mondiale. 800 000 hommes, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Quasiment 1 million d'hommes à véhiculer sur le front Est, le flanc Est, c'est imaginer un choc majeur avec la Russie. Deuxième point, effectivement, le plan n'est pas si secret que ça, mais c'est aussi une des dimensions de ce qu'est la dissuasion, c'est l'aspect psychologique. La fuite, ça participe à plein. Vous avez bien vu, depuis à peu près une semaine maintenant, on parle de ce plan Trump en 28 points, et les fuites se multiplient. Bloomberg qui révèle une discussion très compromettante entre Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, et puis Ushakov, un des conseillers de monsieur Vladimir Poutine. Et on comprend qu'en réalité, ce plan est très favorable au Kremlin et qu'il a été dicté depuis Moscou quasiment point par point. Maintenant, on a la révélation, en effet, de ce plan en 1200 pages extrêmement détaillé. Tout ça correspond également à un élément qui est très important, qui est celui de la dissuasion, l'aspect psychologique, les fuites. Nous, en fait, on parle aux dirigeants russes. Les Russes, eux,
parlent à l'opinion publique parce qu'ils savent que c'est ça qui peut être déstabilisateur. 71%, pardon, c'est une bonne nouvelle. Ce qui serait très inquiétant, c'est qu'il y a une majorité de Français qui disent non, on ne ressent pas la menace. On ressent la menace, donc vigilance, lucidité par rapport à ce qui n'existait pas, une forme d'insouciance. On l'a beaucoup dit avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. 800 000 hommes, c'est vrai que j'ai réagi tout à l'heure. Considérable, ça nous rappelle que la surprise aussi de cette guerre, c'est qu'on pensait que la technologie supplanterait toute autre arme, entre guillemets. En réalité, on voit bien, la guerre, elle est comme en 14-18, elle est comme en 39-44. C'est une guerre massive d'hommes. Oui, il y aura des drones, mais ce sera la même chose. Il y aura des drones, mais ce ne sera pas en dehors de la manifestation terrestre de notre puissance, si on peut. Christophe, est-ce que on entend souvent que ça rappelle cette période qu'on est en train de vivre, d'agitation, de frénésie, d'inquiétude, ça rappelle un peu les années 30. Est-ce que vous trouvez que c'est une image qui est pertinente? C'est une image qui est incomplète et faussée. D'abord parce que dans les années 30, il y avait de puissantes idéologies qui encorsetaient tout cela et qui entraînaient les foules dans l'ivresse idéologique. Le nazisme, le fascisme d'un côté, et puis le communisme de l'autre. On n'a pas ça ici. On a des démocraties occidentales face à une volonté impériale, mais ancrée sur un État. On peut pas dire qu'il y a un poutinisme qui veuille produire un homme nouveau. Il n'y a pas cet arrière-plan intellectuel. Ça joue beaucoup quand même parce que les idéologies, par l'ivresse qu'elles entraînaient, poussaient les foules à sacrifier. Là, il y a de la raison quand même, notamment de notre côté. Et puis, l'autre différence, c'est que on avait dans les années 30 un retard technique militaire. De Gaulle, on a fait des livres entiers, on avait sous-estimé l'arme blindée, on avait pris du retard sur les équipements, du retard sur la cavalerie, et on faisait la ligne Maginot. Là, le retard technologique, il n'est pas du côté des Occidentaux. On a un retard budgétaire, on a voulu toucher les dividendes de la paix trop longtemps. D'après les généraux qu'on entend ça et là sur les plateaux, on tient 3 jours. Hein. Enfin, on tient mais pas pour un problème de quantité de matériel, pas pour un problème d'infériorité. On peut pas dire que nos avions sont nuls par rapport aux avions russes. Non. On peut pas dire que nos blindés sont inexistants par rapport aux blindés russes. Ce qu'ils ont plus que nous, c'est la chair à canon. Et nous ne tomberons pas dans le piège des soldats sacrifiés, envoyés au front sans le prix de la vie humaine. Et ça, c'est sans doute une infériorité technique, parce qu'évidemment, ne pas sacrifier des centaines de milliers d'hommes, ça vous affaiblit sur le champ de bataille. C'est une énorme supériorité en termes de valeurs. Et dans toutes ces guerres, quand même, au bout du compte, les valeurs l'emportent. Du moins, je l'espère. Et en même temps, j'y reviens, on fait passer quand même un certain nombre de messages aux dirigeants russes et à Vladimir Poutine en particulier, lorsque Emmanuel Macron annonce hier le rétablissement d'un service national volontaire. Alors certes, on va monter en régime parce qu'il faut des hommes pour encadrer tous ces jeunes, donc 3 000 au début et puis un peu plus 10 000 un peu après, etc. C'est quand même un message. Ce que Vladimir Poutine comprend, c'est attention, les Français aussi commencent à se régénérer, ils commencent à reformer leur jeunesse, prête à aller combattre demain ou après-demain. C'est aussi la preuve que les propos du général Mandon, qui à mon avis ont été mal interprétés, produisent aussi l'électrochoc nécessaire. Ce sondage le démontre. Et ensuite, je voudrais revenir sur ce point-là. Encore une fois, Vladimir Poutine, il s'adresse à qui? Aux opinions publiques. Pourquoi? Parce qu'on est des démocraties, qu'enfin, à un moment donné, les gens vont voter. Je regarde ce qui se passe au Parlement européen en ce moment. La session plénière, elle s'est terminée hier. Il y a une présidente qui s'appelle Roberta Metsola, qui est une Maltaise, qui est à la tête donc du Parlement européen et qui est issue du PPE, qui est la droite populaire pro-européenne. Elle vise un 3e mandat en juillet 2024. Qui lui offre un marché explosif en 2026, pardonnez-moi. Qui lui offre un marché explosif? Les Patriotes, c'est-à-dire la réunion des partis d'extrême droite européens, dont Jordan Bardella est le président, fondé par Orban. 85 de leurs voix en échange d'un 3e mandat. Mais la plupart de ces partis pro-européens sont sensibles aux arguments du Kremlin. Donc vous voyez qu'en fait, la guerre que mène la Russie... Elle a dit oui ou elle a dit non? Elle n'a pas encore dit oui, elle n'a pas encore dit non. Elle prépare sa réélection. Est-ce qu'elle acceptera ce deal de l'enfer qui lui est proposé par les patriotes? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, elle est multidimensionnelle et elle est aussi hybride jusqu'aux arcanes du Parti européen, où des gens comme Matteo Salvini, par exemple, qui font partie des patriotes, partis européens, sont très sensibles aux arguments du Kremlin. C'est intéressant parce que Christophe invoquait les valeurs qui gagnent toujours à la fin. Si Madame Metsaola, effectivement, accepte le chantage,
eh bien, ce sont les valeurs qui reculent. Et pour l'instant, on n'a pas toujours eu l'impression, d'ailleurs, qu'on mettait le paquet pour défendre nos valeurs. Ouais, c'est ça vrai. fait des années, ça va faire 4 ans, au mois de février, qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre le paquet, nous, les peuples, et leurs relais politiques, et les acteurs. Donc, les valeurs gagnent à la fin, à condition que, effectivement, on y mette les moyens. Et parfois, on en doute. Vous voyez que pour de basses ambitions politiciennes, on peut imaginer effectivement piétiner ses propres valeurs. Qu'est-ce que demandent les patriotes deux vice-présidences au Parlement européen. C'est hyper important. Deux vice-présidences et au moins un poste de questeur, en gros, pour être au cœur du pouvoir et avancer effectivement certaines de ses positions. Je le rappelle, certains des partis des patriotes sont très sensibles aux arguments avancés par le Kremlin. Comme le Rassemblement national a des plus en délicatesse, Jordan Bardella. Même s'ils ont refusé de voter des aides. Mais Salvini, ça fait pas de doute. Orban, ça fait pas de doute. Fico, ça fait pas de doute. Donc il y a aussi ce corpus idéologique, encore une fois, très sensible aux arguments de Moscou. Allez, on fait une petite pause et on revient sur le plancher de nos vaches avec un chef qui a une proposition pour aider la restauration française qui se porte pas super bien. On en parle dans un instant sur LCI. On est ravis d'accueillir sur le plateau Dans toute liberté avec Queen Elisabeth Martichoux, avec Christophe Barbier et avec Guillaume Audat. Thierry Marx, le grand chef multi-étoilé. Rien. Plus d'étoiles, bah si, quand même. Chef, vous remettez les pieds dans le plat. Si on veut sommer la gastronomie française, dites-vous, il faut récompenser le vrai fait maison. Parce que la fréquentation des restaurants a baissé et elle a baissé drastiquement, chef. Oui. Elle a baissé quoi, de 15-20%, c'est ça, selon... Vous êtes patron de l'UMI, vous, de l'Union des hôtels et restaurants, des métiers de l'hôtellerie. Ouais. Ce qui est inquiétant, c'est pas conjoncturel, c'est structurel. Ça fait 40 ans que ça se dégrade. Ça fait 40 ans qu'on rentre dans une dégastronomisation de la France parce que les coûts de production deviennent de plus en plus lourds. Donc évidemment, ceux qui font du fait maison, qui mettent des casseroles sur le fourneau, qui achètent des produits de qualité, qui payent du personnel qualifié, finalement ne s'y retrouvent plus face à des gens qui ne font plus du fait maison et qui ont quand même l'appellation restaurant. Et c'est ça aujourd'hui qui déséquilibre le marché. Alors là où c'est inquiétant, c'est que c'est un modèle français qui est en train de disparaître. Ouais. Donc c'est un patrimoine qui est en train de disparaître, un patrimoine du vivant. Donc il faut s'interroger là-dessus. Quelle gastronomie nous allons vouloir ? Quelle façon d'attirer des tourismes dans notre pays si on n'a que le littoral à montrer et que le relief à montrer ? Je vais vous dire un truc. Quand vous êtes dans le centre de la France, qui est pour moi le plus grand pays de gastronomie, pas forcément dans le centre d'ailleurs, entre Bordeaux et Marseille, disons cette ligne-là. Non, c'est pas le centre. On peut aller jusqu'à l'Alsace. C'est un voyage que j'ai fait, on a fait un road trip. On peut aller jusqu'à l'Alsace. C'était très compliqué de trouver des petits restos, des petites guinguettes, ce que vous voulez, avec de la bonne nourriture. Quand vous faites le même voyage en Italie, vous arrivez dans n'importe quel village, vous avez toujours la petite trattoria qui va vous proposer des choses excellentes. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire dépasser, par exemple, par les Italiens. C'est simple, quoi. Je vous assure, c'est frappant. C'est pas on est en train de, nous sommes dépassés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est derrière l'Espagne, l'Italie, arrive la France. Ça, c'est les chiffres de cette année. Dépassé en termes de quoi ? De nombre de restaurants ? En termes d'attractivité, pas en termes de nombre de restaurants, mais en termes d'attractivité gastronomique. C'est pas dur, il y avait un congrès à Perpignan. Donc on est dans cette région. Il suffit de faire 20 km et vous êtes en Espagne. Vous regardez le prix d'un menu en France et le prix d'un menu en Espagne. J'ai pris les deux mêmes, 22 €. Vous voyez, au restaurateur français, il lui reste sur 22 € 40 centimes. Coût des charges. Ouais. Pas n'importe quel restaurateur. Non mais un restaurateur qui fait tout, comme vous le disiez. Je vous parle du fait maison. Du fait maison avec j'achète des produits de qualité, je les mets sur le fourneau, je paye des gens avec des diplômes et une qualification, ce qui me coûte plus cher que d'ouvrir simplement des sachets et de mettre ça dans une assiette. Mais si vous prenez mon confrère espagnol, lui, il a à peine 20% de charge. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui est un artisan, qui fait du fait maison, il ne s'en sort pas. Et quand je vous dis que sur 22 €, il lui reste 40 centimes, la moindre zone de turbulence économique, il est mort. Un petit indice, en 2023, explosion du coût de l'énergie. Dans les 6 mois, on ferme 8000 entreprises. C'est dingue. Donc, c'est la réalité. Donc, à un moment donné... On ouvre aussi, ou c'est le solde net ?
C'est ça de net. Donc ça veut dire que si vous ne protégez pas cette filière de l'artisanat, de l'artisan restaurateur, bien ça disparaîtra au profit d'une industrialisation de notre métier. C'est ce que je veux dire. Mais elle a déjà lieu. Parce que quand je vous décris ça, bon, sur ma ligne Bordeaux-Marseille, mais c'est pareil dans le centre de la France où je vais aussi régulièrement. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous avez des burgers, on vous propose ce genre de plat-là, etc. Alors qu'en Italie, quand vous arrivez, vous avez la pasta, vous avez des plats locaux et vous avez des plats faits maison. Enfin, ça se voit, ça se sent, ça se goûte. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Mais je comprends ça. Et il est vrai que celui qui fait du fait maison aujourd'hui n'est pas protégé. N'est pas du tout protégé économiquement. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt sanctionner ceux qui font pas du tout maison parce que la grande oui, on aurait pu faire ça aussi avec les agriculteurs, on leur dire on va faire du non label ou du poulet label. Non, moi j'ai choisi de tirer vers le haut, d'amener les gens vers la qualité. Donc je crois que plutôt que de montrer du doigt, on doit aider ceux qui font bien. Et si on ne le fait pas, ça disparaîtra. Alors vous proposez, chef, de baisser la TVA pour ceux qui prouvent qu'ils cuisinent réellement bien avec des produits frais. C'est une transparence totale, une façon de défendre un métier, mais aussi une identité. C'est incroyable qu'on se fasse... défendre une identité, une culture. Et je ne parle pas tout de suite de baisser la TVA. Ce que j'évoque, c'est de dire, faisons une loi cadre sur le fait maison, avec un véritable label contrôlé par la DGCCRF, en s'appuyant sur le décret de 2014 qui existe déjà. Il suffit de l'améliorer un peu. On fait une loi cadre qui, sur chaque restaurant, mais pas que sur chaque restaurant, sur chaque boulangerie qui fait du fait maison, sur chaque charcuterie qui fait du fait maison, de les protéger. D'abord, pourquoi ça coûte un petit peu plus cher ? Parce que la filière, on suit la filière agricole française et ça protégera. Ensuite, on passera à cette situation de la TVA. C'est pas de montrer du doigt ceux qui font du fast-food, qui aujourd'hui, c'est 60 000 établissements en France. Non, dire ceux qui font du fait maison, qui protègent un artisanat, doivent être protégés au niveau de sa TVA. Vous savez, Thierry Marx, que ça n'interviendra pas avant 2027. On est paralysé dans une discussion budgétaire dont on voit pas la fin et dont il faut avoir les lumières de Christophe Barbier et Elisabeth Martichoux pour en comprendre les tenants, les aboutissants. Moi, à titre personnel, je suis perdu, je suis aveuglé. Donc, quand on est restaurateur et que vous plébiscitez, enfin, vous demandez, est-ce qu'une loi cadre soit imaginée, vous imaginez un seul instant que ça soit réfléchi et fait et posé sur la table avant 2027? Mais je travaille déjà avec le Sénat pour essayer de reproposer ça à l'Assemblée nationale. Donc vous poussez, oui, parce que là, j'ai l'air de défendre les restaurateurs. Je défends l'artisanat, je défends la TPE. Donc, ce qu'on oublie dans ce pays, ce qu'on oublie souvent, si vous voulez parler de prospérité, la prospérité, faut la constater de visu. Quand vous êtes un gamin dans un village, dans un quartier, dans une rue, vous voyez que votre boulanger prospère, vous dites, pourquoi pas moi? Quand sur des plateaux de télévision, nous entendons parler que de taxer les riches ou le 440, ça ne parle à personne dans nos quartiers. Aujourd'hui, il faut pouvoir se comparer. Quand je vois une TPE comme une petite boulangerie, comme un restaurateur qui se développe, qui fait bien, qui vient se travailler, les gens s'identifient à cette possibilité de la prospérité. Et on ne fera pas partir la prospérité de ce pays sans passer par la base. Mais dans ce juste combat, vous portez le fardeau ou l'ombre portée d'une autre baisse de la TVA dans la restauration qu'avait accordé Nicolas Sarkozy et dont on a l'impression qu'elle n'a pas donné les fruits qu'on attendait. Il devait y avoir un partage de la richesse créée entre les salariés de la restauration, les patrons bien entendu, et le consommateur. Le consommateur n'a pas vraiment vu le prix des menus baisser. Les salariés, vous avez du mal à en trouver dans la restauration parce que les salaires sont peut-être pas assez attractifs. On a l'impression que ça a été capté par le profit. Est-ce que je fais un mauvais procès à la profession? Vous faites un très mauvais procès. Alors, de dire que certains restaurateurs n'ont pas joué le jeu, je vous l'accorde. La balle au centre. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait avec cette TVA à 5,5 ? Nous avons créé la mutuelle santé pour les salariés. D'accord ? On est la plus grosse hausse des salaires a été faite dans l'industrie de l'hôtellerie-restauration grâce à cette TVA qui avait été baissée. Ça, c'est un vrai. Et ça a été contrôlé. Je vous rappelle que la ministre Pinel avait mené une enquête là-dessus. Il y a eu un autre ministre, je l'ai oublié le nom, pardon. Mais en tout cas, ça a été contrôlé. Donc, que certains n'aient pas joué le jeu, je vous l'accorde, mais que la profession ait joué le jeu, que cette industrie, et je sens toujours l'impression que c'est une petite industrie, que la restauration, l'hôtellerie serait quelque chose de quelque chose comme ça d'insignifiant. Un petit rappel, c'est 18 000 hôtels, 175 000 restaurants, 1 200 000 salariés. C'est pas simplement une virgule dans Les Misérables. Donc on peut s'accorder que cette industrie se modernise, se cadre un petit peu et effectivement de faire monter les salaires. Après, je rappelle une chose,
le salaire minimum dans cette industrie est le plus haut. Alors maintenant que ce soit suffisant, non. Le problème aujourd'hui avec nos salariés, c'est le salaire net et le salaire brut. C'est-à-dire que quand vous donnez un salaire à quelqu'un, 2000 € brut pour quelqu'un qui sort de l'école, il se dit, moi, avec 1400, je ne vis pas. Oui. C'est une réalité. Ce qu'on voit arriver maintenant, c'est l'ubérisation du travail. Quid du modèle social français? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est interdit dans notre profession, mais on laisse se créer des plateformes sur l'ubérisation du travail. Quid du modèle social? Donc, c'est tous ces enjeux-là qui se télescopent aujourd'hui dans nos métiers, et il faut que l'État et que les professionnels régularisent tout ça. Si je vous dis, Thierry Marx, le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier en velours, le lapin à la cabriole, vous savez ce que c'est? Oui, c'est le grand restaurant. Ah Louis ouais, de Funès. 1966, Louis de Funès. Et on n'a avec, pas les droits, mais qu'est-ce qu'on a aimé ce film? La perruque Exactement. Et le soufflet aux pommes de terre. Exactement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la une de votre magazine. Le bonheur est dans l'assiette, nous dites-vous. Oui, les racines de l'estomac les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. C'est le magazine Bon qu'on lance avec Romain Jubert et Louise Petit-Renaud, que j'aime beaucoup, qui amène une... Et la fille? Ouais. Oui, j'ai bien connu le papa qui était un ami cher, et je suis très content de retrouver Louise parce que voilà, une jeunesse qui a un regard sur la cuisine française, sur les terroirs français, et qui est pas simplement dans la bienveillance, elle est aussi dans l'idée de réformer, de rester dans ce plaisir bien-être santé. Et d'ailleurs, vous parlez des jeunes, le nombre de restaurants, alors, en particulier dans les villes, mais pas seulement. Moi, je suis de la Creuse. Dans le village creusois, il y a un jeune qui vient d'ouvrir un restaurant. La jeunesse qui s'intéresse à la restauration, c'est nouveau. Cette nouvelle génération qui vraiment, des cadres qui quittent leur profession pour être... Bref. Votre croisade pour qu'on garde la gastronomie française, évidemment qu'on ne peut que la partager. Moi, j'ai un truc qui me choque profondément, par ailleurs, parce que les baisses de charges, je ne sais pas si vous les obtiendrez tout de suite. Non. La situation, vu l'état général, il faudra effectivement attendre un peu, je pense. Mais quand on va dans des bistrots, à Paris ou ailleurs, qui sont mauvais, qui font le plein, parce qu'ils sont bien situés. Je veux dire, il y a un manque d'exigence aussi de la clientèle. Alors, les touristes se font avoir et les Français ne sont pas suffisamment exigeants. Il faudrait quand même aussi, on parlait tout à l'heure du fait que les consommateurs de drogue devraient se mobiliser. Oui. Les consommateurs de restauration française devraient aussi se mobiliser pour défendre eux-mêmes la qualité. Parce que c'est invraisemblable. Ou faire des choix. C'est scandaleux qu'il y ait des bistrots qui offrent parfois une bouffe, dégueulasse pour des prix élevés et qui quand même font le plein parce que ils s'en foutent complètement. Et moi je trouve ça, mais c'est pour ça que je disais il faudrait quand même un peu aussi sanctionner ceux qui font de la mauvaise bouffe, parce évidemment qu'ils pénalisent tous les artisans qui se crèvent. Merci. Vous êtes en train d'ajouter à mon propos l'idée de ce label fait maison contrôlé par la DGCCRF. Ça me paraît important. Et puis, ce qui est important, et là on va parler aussi des jeunes, c'est de protéger les diplômes. Là, je suis allé inaugurer une école à Ajaccio, merveilleuse école. Qu'est-ce que je promets à ces jeunes gens? Qu'ils vont aller ouvrir des sachets et des boîtes? Non, il faut protéger cette profession. Après, là où je vous rejoins aussi, c'est les jeunes. Aujourd'hui, quand vous regardez, je suis pas fan, mais je regarde Instagram. Ou TikTok pas, mais en tout cas Instagram. Je vois des gamins qui ont entre 15 et 18 ans, qui s'intéressent au concours du pâté en croûte, qui s'intéressent à l'œuf mayonnaise, qui s'intéressent au concours de l'œuf en meurette. Je dis, mais bravo! Pourquoi ces jeunes nous disent, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous manque? Des repères. C'est-à-dire qu'on a envie, oui, on a digitalisé nos vies, on est né avec ça, mais on a envie de retrouver du vrai. Et le vrai, il est dans la cuisine. C'est pour ça que dans le magazine Bon, on dit les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. Mais au-delà du fait que dans 12 ou 15 mois, je ne serai plus président du syndicat, je continuerai à mener ce combat par d'autres moyens sur la protection de l'artisanat, parce que n'oublions pas, et vous devez le dire sur ces plateaux de télévision, que l'artisanat, c'est le socle de prospérité. La TPE et la PME, c'est les socles de prospérité en région. Merci. Est-ce que vous allez rester avec nous pour la fin de l'émission? On a plein de sujets et ça nous intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Mais vous m'avez invité, vous pouvez pousser ça. Allez, vous partez pas. Vous restez avec votre verdure, Alex. C'est l'heure du carton rouge.
Alors, une mauvaise nouvelle pour les touristes étrangers, c'est pour eux le carton rouge. Le billet d'entrée du Louvre ou encore du château de Versailles vont coûter plus cher, jusqu'à 10 € de plus. Les explications d'Elisa Cléache. Dans la file pour entrer au Louvre, mauvaise nouvelle pour certains visiteurs. Les non-européens paieront plus cher en 2026 et ça ne leur plaît pas. C'est tellement injuste. Nous sommes turcs et nous devrons payer plus. C'est injuste. Je trouve que tout le monde devrait être traité de la même manière, qu'on soit européen ou non, pour visiter des lieux culturels importants. Nous y repenserons à 2 fois avant de revenir. À partir de janvier 2026, les ressortissants hors espace économique européen paieront leur billet plus cher. 32 € pour les extra-européens, contre 22 € pour les autres. Cela devrait rapporter 20 millions d'euros au musée, notamment destinés à sa rénovation. Une charge qui ne devrait pas revenir aux touristes, selon les syndicats. On fait payer en quelque sorte les turpitudes de l'établissement qui, au fil du temps, se sont accumulées, à la fois en matière de vétusté, mais à la fois en matière de sûreté. On l'a fait payer aux non-ressortissants de l'espace économique européen. C'est une différence insupportable qui a, à notre sens, établi une discrimination. 4 autres monuments sont concernés. Le château de Versailles et le château de Chambord, la Sainte-Chapelle ou encore l'Opéra de Paris. Christophe, vous avez envie, vous, que ça soit tous les monuments de Paris, en fait, non ? Bon, écoutez, partout il y en a besoin. Oui, c'est une recette qui me semble parfaitement légitime pour 2 raisons. D'abord, dans de nombreux pays, c'est le cas. Donc c'est quelque part un effet miroir. Et Donald Trump a d'ailleurs annoncé cette semaine une augmentation des tarifs pour les parcs nationaux. Ça allait passer de $80 à 250. Ça existe déjà au Canada. On a entendu des touristes turcs. Quelqu'un disait tout à l'heure que Sainte-Sophie, à Istanbul, vous ne payez pas pareil si vous êtes turc ou si vous êtes ressortissant d'un pays étranger. Par ailleurs, par ailleurs, les caisses sont vides, Christophe. Par ailleurs, les caisses sont vides. Vous payez 2 fois quand vous habitez une ville. Vous payez votre ticket quand vous allez dans un musée ou un château. Et puis vous payez comme contribuable parce que il faut chauffer, il faut aménager, il y a les pourtours, il y a l'usure de la ville. Donc ça me semble parfaitement légitime. Par ailleurs, sur un voyage, quand vous venez des États-Unis ou d'Amérique du Sud et vous venez à Paris, le coût global du voyage, c'est pas 10 € pour voir la Joconde en plus qui vont vous dissuader. C'est noyé dans un paquet global beaucoup plus important. La ministre de la Culture l'avait annoncé en janvier. Oui. Donc là, évidemment, elle accélère le calendrier à cause de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Et de la discussion budgétaire. Mais quand vous allez dans un musée américain que vous payez plus cher, on vous explique pas que vous payez plus cher parce que vous êtes un touriste étranger. C'est pourtant le cas. Mais on vous explique que ceux qui sont résidents permanents, eux, payent moins cher parce qu'ils sont là pour les raisons de Christophe. C'est la bonne façon de le présenter. Bien sûr. Évidemment, il y a une prime à celui qui habite le pays et qui paye par ailleurs les impôts, via les impôts, le musée. Et puis les touristes étrangers, 32 €, en fait, ça nous met au même niveau que les grands musées américains. Quand je me prends le métro la semaine dernière à Paris et je tombe sur cette affiche dans tous les couloirs du métro. Chambord a besoin de vous, sauver l'aile François Ier. Et la directrice générale du château de Chambord disait le château a besoin de 100 millions d'euros pour des travaux sur 10 ans qu'on ne peut pas financer avec nos recettes à ce stade. Thierry Marx. Non mais moi, tout ce qui a été dit est frappé du bon sens. C'est-à-dire que d'abord, on va vers une augmentation et le surtourisme. Donc il va falloir le financer. Bien sûr. Quand vous visitez le Louvre et que vous augmentez, vous multipliez par 5 ou par 10 le nombre de visiteurs, il y a un taux d'usure de ces lieux qui est incroyable. Donc il faut comprendre que ma génération, on était 3,5 milliards. On va être 8 milliards aujourd'hui. Ouais. Les flux touristiques dans le monde, on est obligé de contraindre. Vous avez le problème, moi je vis une partie du temps au Japon. Quand je suis au Japon, je vois que la ville de Kyoto, par exemple, est devenue un flux permanent de tourisme et du tourisme dont on veut pas vraiment. Ouais. Donc, la première ministre japonaise dit c'est fini. Elle rigole pas du tout, elle. Hein. Ah non, c'est pas dans son. Mais à Rome, c'est pareil. Tous les lieux touristiques sont concentrés à l'intérieur de la ville. Vous pouvez plus traverser la place d'Espagne. Vous êtes comme ça. Je vous assure que c'est dingue. Il faut mettre des tarifs, c'est évident. Oui, deux chiffres et une question peut-être un peu provocante, mais mettons les pieds dans le plat. 2 chiffres. À peu près 10 millions de visiteurs au Louvre. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. 77% des visiteurs sont étrangers. Donc quand on parle de dégradation des lieux, c'est aussi essentiellement le fait des étrangers. Même chose pour Versailles. 8 millions de visiteurs à peu
peu près 80% des visiteurs sont étrangers. La question que j'aimerais vous poser, on fait payer plus cher les étrangers pour aller au Louvre, pour aller par exemple au château de Versailles. Et si on les faisait payer plus cher pour entrer dans nos restaurants, vous en penseriez quoi? Non, c'est pas une bonne idée. Des menus spéciaux étrangers, étant donné qu'ils sont les plus nombreux à fréquenter nos restaurants. Non, on y va ou pas? On n'est pas dans une bonne logique. Moi, ce qui m'intéresse de défendre en France aujourd'hui, c'est son attractivité, son relief, son littoral, sa campagne et sa gastronomie. Sa gastronomie, quand je traverse entre Bergerac et Périgueux, où j'ai ouvert un établissement il y a 1 an pour faire un bistrot de campagne, ce qui me choque, c'est que entre la sortie des villes où j'ai énormément de fast-food et ensuite pour rejoindre une autre ville entre Périgueux, Bergerac et Bordeaux, j'ai des distributeurs de pizza automatiques et des distributeurs de pain automatiques. Ça me gêne parce que c'est pas gênant, c'est épouvantable, c'est déprimant. Et quand je vois un Américain qui me dit mais vraiment au distributeur, où je vais trouver quelque chose, ce qu'on a évoqué sur l'Italie, agréable à manger et agréable à payer. Et que je ne peux pas lui garantir, ça me gêne. Donc il y a un combat à mener. Et quand on voit Chambord, on se dit il y a un problème. Là aussi, c'est du patrimoine. Nous, on est du patrimoine vivant, mais là, c'est le patrimoine culturel français. Tout ça est englobé. C'est là où il faut mener des combats, dans cette perte de la culture française, du patrimoine français. C'était un carton vert, finalement. Non, mais oui, c'était un carton rouge pour le leader de la CGT qui parlait à l'intérieur du sujet, en fait. Oui, attends, alors justement... Le leader de la CGT peut s'interroger que si on augmente les prix, on augmentera aussi la sécurité, les salaires, l'accompagnement de ces touristes. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Je vais vous dire, quand même, de la défense du patrimoine, de la gastronomie, de ce qui fait qu'on est la France, il y a quand même un peu d'espoir. Vous allez voir. Eh ben oui, parce que ils sont les symboles et les ambassadeurs de l'art de vivre à la française. Les marchés font aujourd'hui l'objet d'une pétition pour obtenir leur inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les marchés français, ils sont implantés depuis le Moyen-Âge en France. Ils ont jusqu'en 1960 tenu un rôle prépondérant au sein de la société. Ils ont été dépossédés de leur fonction principale parce qu'il y a eu les supermarchés, les hypermarchés, etc. dans les années, depuis les années 60. Mais finalement, on les redéfinit. Alors, il y a aussi le commerce en ligne qui les a percutés. Mais quand même, il n'y a rien de plus agréable au monde que de se promener dans un marché, Thierry Marx. C'est un lieu d'inspiration absolument incroyable. Mais encore une fois, ils ont raison de demander cette protection et ils ont raison aussi de mettre un label sur le marché. Moi, je ne veux pas retrouver sur un marché ce que je peux retrouver au supermarché. Donc, à un moment donné, il y a une petite police à faire. Vous savez, j'étais un amateur du marché des Capucins à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, je fais quasiment beaucoup de marchés entre le 20e, le 18e et le marché Raspail. Et je me dis, mais attention, un étal sur 3, j'ai des produits que je pourrais trouver en supermarché. C'est pas normal. Là aussi, il y a une petite police à faire pour demander ce label, que je trouve sur ce marché quelque chose né de l'agriculture française, fait en France et transformé en France. Et ça, je pense que les agriculteurs aussi sont à l'écoute de cela. Vous savez que sur TF1, il y a l'élection du meilleur marché. Et l'année dernière, je crois, Pierre, que c'était le marché de la halle de Béziers, c'est ça ? Donc cette année, on va revoter. C'est quand même un endroit exceptionnel, le marché. On fait un petit clin d'œil à Marc Borda, qui est le papa de notre assistante d'édition Audrey, qu'on appelle Monsieur Cacahuète, parce que il fait ses bonbons tous les jours, tous les matins, tous les jours que Dieu fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il les vend dans le Poitou, Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, des pralines magnifiques, et on appelle ça sent bon sur les marchés. Marc, oh là là, Monsieur Cacahuète, de saveurs, de parfums, de couleurs. J'ai eu la chance, à titre personnel, de vivre rue d'Aligre. Donc tous les matins, quand je me réveillais, parfois 4 heures du matin, parce qu'on prépare un marché dès 4 heures, dès 3 heures du matin, les camions qui arrivent. C'est un festival. Une explosion de couleurs, de parfums. C'est sûr. Et surtout, c'est magnifiquissime le marché. Et puis à partir de 8h, 9h, les gens qui viennent achalander, regarder un peu ce qui est au choix, les aubergines, les poireaux, etc. Et préparer le déjeuner de midi. C'est magnifiquissime. Le marché d'Aligre, il est ouvert 6 jours sur 7 à Paris. Si vous avez la chance de passer à Paris, allez-y, parce que c'est incroyablissime. Et il y a aussi un marché couvert avec des produits extrêmement raffinés et de choix, Thierry Marx. Vous allez à quel marché, vous À Ligre. À Ligre, vous allez, et vous, Christophe ? J'habite à côté. Je fais assez peu mes courses au marché, mais quand il y en a un, je passe toujours dedans. C'est une fête pour les yeux et l'odorat, les marchés. On n'a pas besoin d'acheter, c'est un plaisir. Et le lien social que ça représente, c'est incroyable, un marché. Parce que c'est vraiment culturel. Et on devrait, chez les petits, faire
faire des visites de marché parce que c'est un programme pédagogique, un marché à lui tout seul. Puis c'est du boulot, quoi. Ce sont des gens qui bossent. Allez, les marchés, c'est bon, aussi bon que votre nouveau magazine, Thierry Marx. Voilà, parce que le bonheur est dans l'assiette. Oui, et les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. C'est une belle formule. C'est vrai scientifiquement. On se retrouve lundi à 9h pour En toute liberté. Vous passez un très bon week-end sur LCI.